J'ai toujours pensé que les secrets les plus effrayants ne naissaient bien pas dans les profondeurs des forêts sombres, ni dans de vieilles maisons abandonnées, mais dans des endroits où tout devait être strictement contrôlé. J'ai été engagé pour une somme considérable afin de garder le silence sur ce dont j'avais été témoin dans la zone 51. J'ai signé un contrat qui m'interdisait de divulguer la moindre information sur ce qui s'y passait. On m'a dit que le gouvernement payait de bien pour mon silence, et à l'époque, cela m'a semblé intéressant. Cependant, avec le temps, j'ai compris que ce travail valait bien plus que ce qu'on m'offrait. Je sais désormais qu'il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas observer, quel que soit le prix. Cependant, à ce moment-là, je regardais dans les profondeurs des laboratoires souterrains et je me sentais particulièrement important, comme un membre, certes insignifiant, d'un immense système de secrets et d'expériences. J'ai continué à travailler, pensant que tout cela n'était qu'un pas vers un avenir meilleur. Comme j'avais tort, je m'appelle Mark Cassidy. Je suis né dans une petite ville quelque part dans l'Est, mais j'ai toujours aspiré à quelque chose de plus grand que les rues tranquilles et les fermes modestes du voisinage. À l'âge de 22 ans, j'ai décidé de m'engager dans l'armée. Mon plan était simple, servir, acquérir de l'expérience et la mettre à profit dans la vie civile. Je me considérais comme un patriote, prêt à défendre ma patrie et à maintenir l'ordre. Cependant, le destin en a décidé autrement, et, au lieu d'un service ordinaire, j'ai été envoyé dans l'endroit le plus mystérieux du pays, là où même les cartes préfèrent ne pas tracer de frontières précises. La zone 51. À l'époque, je ne comprenais pas encore ce que cela allait signifier. Dès le premier jour, il y avait une atmosphère tendue. En approchant de la porte, j'ai senti un frisson me parcourir. C'était comme si chaque parcelle de terre était imprégnée de secrets qui pesaient lourdement sur tout ce qui se trouvait à proximité. À l'entrée, des personnes en uniforme noir, sans insigne, contrôlaient les documents, scannaient les effets personnels et me regardaient longuement, comme pour évaluer si j'étais suffisamment patient et prêt à affronter ce qui m'attendait. Je me souviens avoir franchi plusieurs points de contrôle, des couloirs interminables et des ascenseurs qui descendaient profondément sous terre. Personne ne posait de questions et c'était le plus effrayant. J'étais habitué à l'ordre militaire, où tout est clair et réglementé. Mais ici, c'était une autre discipline qui régnait, comme si les gens autour de moi portaient un fardeau impossible à exprimer avec des mots. Tout a commencé au niveau souterrain, dont je ne soupçonnais auparavant l'existence que par des rumeurs. On m'a remis un uniforme sans insigne, un laissez-passer à mon nom, et on m'a conduit dans un petit bureau. Je pensais qu'on allait me former, m'expliquer la spécificité des tâches, mais tout s'est limité à une brève instruction. Observez, exécutez les ordres, ne posez pas de questions. On m'a promis un salaire confortable et il ne restait qu'un seul point. Confidentialité totale. J'ai signé les papiers sans me douter que je mettais mon âme en jeu. Lorsque j'ai demandé des précisions, on m'a répondu poliment. Pour votre propre sécurité, il vaut mieux ne rien savoir à l'avance. J'ai eu le sentiment étrange que ce n'était pas un travail ordinaire. Le soir, lorsque je marchais dans les couloirs du dortoir du personnel, seul le bruit des bottes sur le sol froid rompait le silence. La pièce était d'un blanc stérile, avec des rangées de portes identiques. L'air avait une odeur de propreté médicale et la lumière était toujours tamisée, comme si quelqu'un ne voulait pas que nous nous regardions de trop près. Parfois, je croisais des personnes au visage pâle et aux cernes sombres sous les yeux. Elles ne me regardaient pas, essayant de se rendre rapidement dans leur chambre. Je ne connaissais pas leur nom et ils ne s'intéressaient pas aux miens. Tout le monde voulait simplement rejoindre ces quatre murs et s'enfermer. Cependant, la curiosité a toujours été mon point si faible. Je trouvais étrange que dans un tel endroit, tout le monde se comporte comme des mannequins,
obéissent aux ordres et évitent toute conversation superflue. Je me suis posé des questions. Que cachait-il ici? On parlait de technologies extraterrestres, d'engins volants que personne n'avait jamais vus, et même d'extraterrestres venus de mondes lointains. Mais à l'époque, je considérais tout cela comme des délires dignes de la presse à scandale. Il s'est avéré que la réalité pouvait être bien plus monstrueuse que les fantasmes les plus fous. Un soir, alors que je m'étais attardé dans la salle de contrôle, j'ai aperçu un homme escorté par 2 gardes. Il semblait perdu. Il ne portait ni uniforme, ni vêtements normaux, seulement une chemise d'hôpital sale. Il regardait le sol en répétant un mot que je ne comprenais pas. Son visage reflétait la folie, et les gardes étaient particulièrement sombres. On aurait dit qu'il ne conduisait pas simplement un détenu, mais quelque chose de bien plus dangereux qu'un être humain. Le lendemain, on m'a confié une mission dans l'une des zones expérimentales, située à plusieurs dizaines de niveaux de profondeur. Je descendais dans l'ascenseur, accompagné d'un silence total. On aurait dit que nous ne descendions pas dans les profondeurs du désert du Nevada, mais quelque part au cœur même de la Terre, où les murs eux-mêmes étaient imprégnés de secrets. Lorsque les portes s'ouvrirent, la première chose que je ressentis fut un froid glacial. Les couloirs étaient éclairés par des lampes de vacillantes qui pouvaient facilement provoquer une crise de panique. J'entendais le bruit de la ventilation et parfois un grincement métallique au loin, comme si quelqu'un traînait de lourdes chaînes. Cette partie de la base semblait avoir été construite à l'époque de la guerre froide et n'avoir pas été rénovée depuis. Ma mission consistait à surveiller les appareils et à signaler toute anomalie au centre de contrôle. Au début, je ne comprenais pas à quoi servaient ces équipements. Il y avait différents appareils de mesure des radiations, des capteurs d'émission d'énergie, des échelles dont je ne connaissais pas la fonction. Pour être honnête, on aurait dit que nous essayions de capter un signal provenant d'une autre dimension. Cependant, on m'assurait qu'il s'agissait simplement d'une vérification de routine. Je n'y croyais pas, car je sentais qu'il se passait quelque chose d'étrange. Parfois, les lampes clignotaient, et pendant un instant, j'avais l'impression de voir une silhouette au bout du couloir. Cependant, dès que je me concentrais, il n'y avait plus personne. La nuit, c'était particulièrement effrayant. Au loin, on entendait des cris perçants ou des gémissements étouffés par les murs épais. Je pensais que c'était peut-être des personnes sur lesquelles on faisait des expériences, mais je chassais ces pensées de mon esprit. C'était plus facile pour garder la raison. Au bout de quelques semaines, j'ai commencé à remarquer que les gens autour de moi devenaient d'aller moins nombreux. Les visages changeaient, certains quittaient la base, d'autres apparaissaient. Mais même ceux qui semblaient travailler ici depuis des années disparaissaient. Des employés qui, la veille encore, étaient assis à la même table que moi dans la cantine, disparaissaient soudainement sans aucune explication. J'ai essayé de poser des questions à la direction, mais on me répondait par des regards froids. J'ai compris que de telles questions pouvaient me valoir de disparaître à mon tour. Parfois, je trouvais des pièces vides, où des effets personnels avaient été laissés, comme si quelqu'un était simplement sorti prendre un café et n'était pas revenu. Les vêtements, les documents, tout était resté à sa place. Cependant, personne ne voyait plus les propriétaires. Avec le temps, je me suis surpris à devenir prudent, même dans ma façon de respirer. Personne ne souhaitait être le prochain. Un jour, on m'a convoqué dans le secteur des laboratoires où seuls les scientifiques avaient habituellement accès. On m'a ordonné de livrer des échantillons de tissu à la section de stockage. Lorsque je suis entré dans le laboratoire, j'ai été submergé par une odeur nauséabonde. Il y avait des tables métalliques sur lesquelles reposaient des objets enveloppés dans un film plastique épais. Des personnes masquées étaient regroupées autour, toute l'air extrêmement tendu. On m'a demandé de prendre un sac contenant une substance étrange. Cela ressemblait à du mucus, grisâtre,
avec une légère teinte violette. C'était répugnant. J'ai remarqué qu'un des employés évitait de me regarder et qu'un autre avait les mains qui tremblaient. Ils semblaient tous au bord de la crise de nerfs. Lorsque j'ai demandé ce qu'était cette substance, on m'a répondu « Ce n'est pas votre problème, suivez simplement les instructions et rangez-la dans l'entrepôt. » J'ai acquiescé et, en prenant le sac, j'ai senti un frisson me parcourir le dos. Le contenu bougeait à l'intérieur, comme s'il était vivant. Il faisait un froid glacial dans l'entrepôt, comme si j'étais entré dans une immense chambre froide. Les lumières étaient tamisées et sur les étagères, dans des conteneurs métalliques, se trouvaient des échantillons marqués de codes étranges. Les chiffres et les lettres, que je ne pouvais pas déchiffrer, indiquaient que l'une des boîtes pouvait contenir des organes et une autre des parties d'êtres incompréhensibles. J'avais l'impression d'être dans une morgue effrayante, remplie de restes extraterrestres. Là, j'ai aperçu un immense récipient rempli d'un liquide trouble, à l'intérieur duquel tournait lentement quelque chose qui ressemblait à une vertèbre géante, avec une excroissance en spirale. En regardant cela, je me suis dit, cela ne peut certainement pas appartenir à un être humain. Et pourtant, il y avait plusieurs récipients de ce type. J'ai dégluti, essayant de ne pas regarder les détails, et je me suis dépêché d'accomplir ma mission. J'ai posé mon sac sur une étagère libre, j'ai claqué la porte du réfrigérateur et je suis sorti, sentant mes jambes trembler de peur. Toute cette scène me trottait dans la tête et je craignais encore plus les questions que je voulais poser. Il m'était de plus en plus difficile de rester à la base. La tension constante, la folie dans les yeux de certains employés, les bruits dans les couloirs la nuit, tout cela pesait sur mon moral. Mais à chaque fois, je me rappelais le chèque important qui avait été versé sur mon compte. J'essayais de me convaincre que tout cela avait une explication gouvernementale, que quelque part, au sommet, on savait ce qu'on faisait. Mais au fond de moi, je savais que nous jouions avec quelque chose qui n'appartenait pas à notre monde. Et ce quelque chose nous observait en retour. Un jour, j'ai été affecté à un groupe de sécurité chargé d'accompagner 2 scientifiques dans l'un des complexes les plus secrets de la base. Ce complexe était situé derrière plusieurs portes massives, dont l'épaisseur, m'a-t-on dit, était de près d'1 mètre. Lorsque nous nous sommes approchés, les scientifiques ont entré une longue série de codes, et les portes se sont lentement ouvertes pour nous laisser entrer. La salle qui s'ouvrait devant nous était immense. Au centre se trouvait quelque chose qui ressemblait à une ampoule de la hauteur d'une petite maison. À l'intérieur flottait une substance translucide dans laquelle j'ai distingué une silhouette vague. Il était impossible de dire si cette créature était vivante ou non, mais ses contours ressemblaient à ceux d'un humanoïde difforme avec des bras disproportionnés et une tête allongée. Des flashs bleutés traversaient périodiquement la substance. Il semblait que cette créature réagissait à notre présence. Les scientifiques se mirent à régler quelque chose sur leur console et on m'ordonna de rester à l'écart et de veiller à ce que personne ne s'approche du conteneur. Je remarquai un mouvement à peine perceptible à l'intérieur, comme si une main fine grattait la vitre. Je sentis un frisson me parcourir l'estomac. Cette créature m'inspirait une peur primitive. Je ne pouvais détourner le regard, même si je savais que c'était une mauvaise idée de la regarder trop longtemps. Peut-être parce que j'avais peur qu'elle ouvre les yeux à tout moment, ou peut-être parce que j'avais l'impression qu'elle me regardait déjà depuis l'intérieur de sa prison effrayante. Les scientifiques discutaient entre eux à voix basse de quelque chose comme le niveau d'émanation et le champ psychogène. Ils mentionnaient également un certain seuil de saturation énergétique. Je ne comprenais pas leur terminologie, mais je devinais qu'ils parlaient de l'interaction de cette créature avec son environnement. Quel que soit le nom de ces processus, une chose était claire. Ils s'occupaient de choses qui n'étaient pas destinées à être comprises par une personne ordinaire. Soudain,
une alarme retentit. Toute la salle fut envahie par des flashs rouges et une sirène se mit à hurler. Les scientifiques se mirent à courir entre les pupitres et on me donna l'ordre de garder l'entrée. Mais pourquoi, alors que nous nous trouvions au cœur du complexe? Le garde à côté de moi a déclaré « C'est le protocole de fuite. Il y a peut-être un problème d'étanchéité. » À ce moment-là, quelque chose s'est produit à l'intérieur de la cuve. La silhouette a disparu, comme si elle s'était dissoute dans le liquide. Les scientifiques ont commencé à crier qu'il y avait une chute de pression, que la créature pouvait s'échapper. J'ai entendu un bruit sourd, comme si quelque chose battait de l'intérieur, essayant de s'échapper. Le verre a tremblé, se couvrant d'un réseau de fissures, et j'ai eu l'impression qu'il allait éclater d'un instant à l'autre. J'ai été pris de panique à l'idée de ce qui pourrait se passer s'il s'échappait. Avant que nous ne nous précipitions hors de la salle, les scientifiques activèrent les valves d'urgence afin de remplir toute la pièce d'un gaz spécial, apparemment capable de neutraliser cette créature. Je courus dans le couloir avec les autres, entendant derrière moi les lourdes portes métalliques se refermer automatiquement pour isoler le secteur. Au fond de la salle, des coups résonnaient nia. Quelque chose éclatait, sifflait, puis un son aigu étrange retentit, qui faillit me boucher les oreilles. Lorsque nous avons enfin claqué la dernière porte derrière nous, l'un des scientifiques d'autres a déclaré que ce n'était pas le pire qui se trouvait ici. Ces mots m'ont fait frissonner, car je ne pouvais imaginer quoi que ce soit de pire qu'une créature capable de briser des blocs de verre multicouches. Plus tard, j'ai eu l'occasion de consulter des rapports auxquels j'avais accédé par erreur. On m'a envoyé avec un document dans le bureau administratif et sur la table, j'ai remarqué un dossier avec des documents, ouverts par hasard à la bonne page. Il y avait des photos, des images floues de ce qui ressemblait à des personnes fusionnées avec des éléments organiques inconnus. Certaines personnes avaient des membres supplémentaires. D'autres présentaient d'étranges excroissances sur la peau qui brillait sous les rayons ultraviolets. Les photos étaient accompagnées de codes et de brèves annotations telles que « Résultat du processus de stabilisation, sujet 36 n'a pas survécu » ou « Le sujet 51 a montré des signes de conscience de soi ». J'ai rapidement feuilleté ces pages et j'ai compris que le gouvernement menait des expériences hybrides, essayant de mélanger du matériel humain avec quelque chose qu'ils avaient obtenu lors de fouilles ou de contacts avec des objets extraterrestres. Chaque photo me faisait frissonner. Il y avait des visages déformés par la terreur et des yeux qui semblaient implorer pitié. Je me suis dit que si tout cela était vrai, nous avions depuis longtemps franchi la ligne rouge de l'humanité. C'est peut-être pour cela que les gens de la base errent comme des ombres. Ils ne peuvent tout simplement pas oublier ce qu'ils ont vu. Mais le système cache soigneusement toutes les traces et paie des sommes considérables pour faire taire tous ceux qui sont au courant. Moi aussi, j'ai reçu un jour ma récompense pour mon silence, sans comprendre ce à quoi je m'engageais. Quelque temps plus tard, j'ai entendu l'un des officiers supérieurs dire à un autre qu'un nouvel objet allait être livré depuis une région désertique où un nouveau phénomène anormal s'était produit. On m'a alors intégré au groupe d'escorte et nous sommes partis en véhicule blindé dans le désert. Sur place, nous avons découvert un étrange cratère dans le sol, au centre duquel tout semblait brûler, et autour duquel gisaient des fragments carbonisés d'origine inconnue. Les militaires avaient déjà encerclé le périmètre et contrôlaient tout. On nous a montré qu'au centre du cratère se trouvait une sorte de sphère à moitié enfouie, dont toute la surface était couverte de symboles et de cicatrices. En m'approchant, j'ai entendu un faible grondement et j'ai aperçu une lueur tamisée à l'intérieur de la sphère, comme si quelque chose y vivait. On nous a demandé de ne pas toucher et de rester en garde pendant que les scientifiques travaillaient.
Des scientifiques en combinaison spatiale ont commencé à ouvrir lentement cette sphère à l'aide d'outils spéciaux. Je ne voyais pas de près, mais j'entendais leurs cris étouffés d'admiration et d'horreur lorsqu'ils ont découvert le contenu. Une sorte de rayon lumineux s'est échappé de l'intérieur et a traversé le ciel, comme pour attirer l'attention. L'opération a duré plusieurs heures, et pendant tout ce temps, j'ai ressenti une présence oppressante. Il semblait que ce n'était pas simplement un objet, mais un être vivant qui nous observait pendant que nous l'ouvrions. Finalement, il a été placé sur une plateforme de chargement, et nous sommes de le retourner à la base. Les jours qui ont suivi cette expédition ont été remplis d'inquiétude. J'avais l'impression que la sphère me regardait, même lorsque je dormais. De retour dans la zone 51, j'ai reçu l'ordre urgent de me rendre à l'un des niveaux les plus profonds. Au point de contrôle, j'ai été inspecté avec une attention particulière. Mes pupilles et mes empreintes digitales ont été soigneusement scannées avant que l'on me laisse entrer. Au fond de la base, dans un hangar spécial, cette sphère avait été installée. Autour d'elle, d'énormes générateurs avaient été disposés qui lui envoyaient de puissantes décharges d'énergie. On m'a demandé de rester à mon poste et de ne pas gêner le travail des scientifiques. À l'intérieur de la sphère, d'après ce que j'ai compris, se trouvait quelque chose qui réagissait aux impulsions électriques et commençait à émettre soit un son, soit des ondes radio. Les scientifiques enregistraient les changements sur des dizaines d'écrans. Au début, tout se passait calmement, mais ensuite, un grincement prolongé s'est fait entendre, comme si le métal était comprimé de l'intérieur. J'ai vu la surface de la sphère changer, pulsant ou tremblant. Les scientifiques se sont empressés de réduire la tension, mais il était trop tard. La sphère s'est fissurée et une lumière vive et aveuglante s'est échappée de l'intérieur. La lumière était presque blanche, avec des reflets bleus et violets. Elle semblait frapper directement la tête et provoquer une sensation de brûlure dans les yeux. Tous ceux qui se trouvaient à proximité tombèrent à genoux, se tenant les tempes. Je ressentis moi aussi une douleur aiguë, comme si quelqu'un s'était enfoncé dans mon cerveau avec des griffes glacées. Du coin de l'œil, j'ai aperçu quelque chose qui bougeait à l'intérieur de la sphère, ressemblant à un nuage gélatineux. Il se déplaçait dans le hangar, s'accrochant au mur et libérant de longs tentacules de plasma lumineux. Les soldats ont commencé à tirer, mais les balles le traversaient dans la créature sans lui faire le moindre mal. Alors, l'un des scientifiques a ordonné d'activer un appareil, après quoi des rayons laser ont jailli des murs et se sont croisés au centre. La créature se recroquevilla et j'eus l'impression qu'elle criait, bien qu'il n'y ait aucun son, seulement une vibration douloureuse qui me mettait les nerfs à vif. Quelques secondes plus tard, elle sembla se consumer, se dispersant en étincelles dans l'air. Mais après cela, les restes de la boule et une partie de l'équipement se couvrirent d'une étrange couche ressemblant à du givre qui pulsait. Les scientifiques ont immédiatement enfilé des gants de protection et ont commencé à rassembler tout ce qui restait. On m'a écarté et littéralement poussé hors du hangar. Le soir même, 2 représentants en costume noir et au visage impassible sont venus me voir. Ils m'ont dit que je devais signer un autre document de confidentialité et passer un examen médical. Lorsque j'ai demandé pourquoi, ils ont répondu laconiquement « Protocole de sécurité ». L'examen médical s'est déroulé dans une atmosphère très sombre. Le médecin semblait avoir déjà vu suffisamment d'horreur, car son visage était impassible. Il m'a posé plusieurs questions. « Avez-vous des hallucinations ? Ressentez-vous quelque chose d'inhabituel dans votre corps ? Avez-vous fait des cauchemars ?» Je ne pouvais que répondre honnêtement que oui. J'avais fait des cauchemars, que parfois, la nuit, j'avais l'impression que quelqu'un m'appelait dans le couloir, mais que je ne pouvais pas distinguer qui c'était. Le médecin n'a rien dit,
Il a juste fait une note dans le dossier et m'a laissé partir. Plus tard, j'ai appris que plusieurs de mes collègues avaient remonté immédiatement envoyés vers une destination inconnue après avoir subi le même examen. Les jours suivants, j'ai vu des personnes vêtues de combinaisons encore plus étranges, ressemblant à des combinaisons de protection biologique de très haut niveau, se déplacer dans la base. Elles se dirigeaient vers les laboratoires, où je n'avais jamais été autorisé à entrer. Même les anciens employés, qui ne posaient jamais de questions, semblaient encore plus effrayés. J'entendais des bribes de conversation. Cela mute, la stabilisation a échoué, la structure commune est instable. Et d'autres phrases effrayantes qui me donnaient des frissons. Il m'est apparu clairement qu'une des expériences avait échappé à tout contrôle et qu'on ne nous disait pas jusqu'où les choses montent aller. Un jour, j'ai été convoqué dans le bureau du colonel qui supervisait notre service de sécurité. Il était assis à son bureau, voûté. Son visage était marqué par la fatigue et ses yeux reflétaient la peur. Il m'a dit « Marc, vous savez que vous ne devez divulguer aucune information sur ce que vous avez appris ici. Si vous rompez votre serment, vous n'aurez aucune chance de survivre. Nous vous versons une indemnité et vous proposons de quitter la base avant la fin de votre contrat. » J'étais abasourdi. En général, on ne pouvait démissionner qu'à la fin du contrat. Et encore, ce n'était pas toujours possible. Mais le colonel m'a expliqué « Le projet passe à une autre phase. Et nous avons besoin de personnes qui savent garder le secret. Pour être honnête, nous avons trop de problèmes et nous ne pouvons pas prendre de risques. » J'ai compris qu'il voulait simplement se débarrasser de moi pour ne pas avoir à s'inquiéter de ma loyauté. Cependant, lorsqu'il m'a tendu le document contenant le nouvel accord de confidentialité et m'a indiqué le montant qui serait versé sur mon compte, je n'ai pas pu refuser. Une voix dans ma tête me disait « Partez tant que vous le pouvez ». J'ai passé plusieurs jours à remplir les papiers, à rendre mon badge et à signer de nouveaux engagements. Lorsque j'ai enfin quitté la base, j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement mêlé de peur. Je regardais les routes désertes du Nevada, les cactus épars, le soleil brûlant, et je réalisais que j'avais peut-être vu ce que beaucoup ne verraient jamais. Cependant, au lieu de me réjouir, j'avais l'impression d'avoir touché un secret, capable de détruire la psyché de n'importe quelle personne normale. J'ai reçu une compensation financière. Une grande partie du secret, qui pesait sur mes épaules, m'a été retirée, mais je me retourne constamment, avec l'impression d'être suivi. Ils ne me laisseront pas partir complètement, car j'en sais trop. Les premiers mois, après mon licenciement, ont été un véritable cauchemar. Je rêvais de cette créature dans une ampoule, de personnes croisées avec du matériel génétique inconnu, d'une sphère mystérieuse que des scientifiques ouvraient. Je me réveillais en sueur, vérifiais les serrures des portes, et même l'environnement familier de ma maison ne me rassurait pas. Tout semblait vide, dénué de sens. J'ai essayé de trouver un emploi, mais j'ai rapidement compris que cela ne marcherait pas, car mon esprit revenait sans cesse vers mes souvenirs. Un jour, j'ai cru apercevoir une ombre étrange à la fenêtre, comme un homme en costume noir qui me regardait. Mais lorsque j'ai regardé, il n'y avait personne. Mes voisins m'ont dit qu'une voiture noire s'était arrêtée devant chez moi pendant plusieurs jours d'affilée, puis était repartie. J'ai compris que je ne serais jamais vraiment libre de mon passé. J'ai alors décidé que je devais au moins essayer de raconter ce que j'avais vu. C'était stupide, bien sûr, mais je pensais que les gens avaient le droit de savoir. Internet regorge de théories selon lesquelles la zone 51 cache des soucoupes volantes ou des corps d'extraterrestres. Cependant, personne ne sait à quel point tout cela peut être monstrueux et dangereux. En réalité, le gouvernement mène des expériences qui mettent en danger l'existence même de l'humanité. J'ai vu des rapports faisant état de tentatives de création artificielle
de nouvelles formes de vie, d'introduction d'organismes étrangers dans les tissus humains. J'ai vu des preuves que certains sujets manifestaient des capacités surnaturelles, mais ne vivaient là pas longtemps. Il ne s'agit pas simplement d'une technologie secrète, c'est un jeu avec les rêves de l'esprit. Cependant, je ne pouvais pas en parler ouvertement. Je savais que j'étais surveillé et que toute fuite d'informations pouvait me coûter la vie. De plus, je ne savais pas à qui faire confiance. Lorsque j'ai essayé de contacter des journalistes, mes lettres ont disparu, sans laisser de traces, et mes appels téléphoniques ont été coupés. J'ai reçu des appels anonymes, des menaces. On m'a dit que si je n'arrêtais pas, je serais le prochain sur la liste des disparus. Je dois avouer que j'ai abandonné, mais au fond de moi, l'idée de dire la vérité ne m'a pas quitté. Il ne me restait plus qu'à attendre le bon moment. Après 1 an de tentatives pour retrouver une vie normale, j'ai finalement décidé de prendre une mesure désespérée. Rédiger des notes anonymes, les rassembler et les transmettre à ceux qui pourraient les publier. Cependant, je n'ai jamais voulu me présenter comme un héros. Je savais que si j'étais trop franc, ma vie serait brisée en un instant. Et pourtant, je me suis assis devant l'ordinateur et j'ai commencé à taper. Les souvenirs douloureux remontaient à la surface les uns après les autres et je me sentais physiquement mal. Mes doigts tremblaient. Je m'arrêtais souvent pour essayer de calmer les battements de mon cœur. Après avoir écrit quelques pages, j'ai senti comme si je me libérais du poison qui m'habitait. Mais dès que j'ai enregistré le fichier, le courant a été coupé. J'ai essayé de redémarrer l'ordinateur, mais j'ai compris que quelqu'un me surveillait vraiment. Tout ce que j'avais vu m'est revenu en mémoire. Les visages pâles sous terre, les cris dans les couloirs étroits. Cette créature dans la cloche de verre qui avait failli s'échapper. 1 semaine plus tard, des personnes se présentant comme des chercheurs indépendants ont pris contact avec moi. Ils m'ont dit qu'ils avaient entendu parler de mon histoire et qu'ils étaient prêts à m'aider à révéler la vérité. Pour cela, je devais rencontrer leurs représentants. J'ai accepté le rendez-vous, même si je doutais de ma sécurité. Nous nous sommes rencontrés dans un hôtel semi-abandonné près d'une grande autoroute. Il m'a montré des documents qui ressemblaient beaucoup au tom rapport que j'avais vu à la base. Il m'a demandé si je reconnaissais ces photos. J'ai haussé les épaules. Oui, mais cela ne sera jamais publié. L'homme m'a dit qu'ils avaient des contacts et qu'ils savaient comment contourner la censure. Mais ils avaient besoin de confirmation de première main. Je savais que je prenais un grand risque, mais j'ai décidé qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Dès que j'ai accepté de coopérer, il m'a dit que nous nous reverrions dans quelques jours. Mais cette rencontre n'a jamais eu lieu. Lorsque je suis retourné à l'hôtel le soir, j'ai trouvé le chaos. Les chambres étaient sans dessus-dessous. Le personnel et la police allaient et venaient. Il s'est avéré que des inconnus avaient fait irruption dans la chambre de cet homme, emportant tout son matériel et ses enregistrements. Personne ne l'avait revu depuis. J'ai compris que j'avais été piégé, ou qu'il avait vraiment essayé de faire quelque chose, et que les agents du gouvernement avaient découvert ses plans. J'ai dû partir en urgence pour ne pas être la prochaine victime. Je savais qu'ils étaient encore près de moi, tels des prédateurs guettant chacun de mes mouvements. Dans une ville inconnue, je passais mes journées dans un motel bon marché, fumant des cigarettes et regardant les informations. Parfois, j'essayais de voir si des mentions d'objets étranges, de fuites ou de fouilles, apparaissaient quelque part. Cependant, les informations ne parlaient que de politique, d'économie et d'événements locaux. Pas un mot sur le royaume souterrain effrayant où des créatures d'autres mondes sont détenues et où des expériences sont menées sur des êtres humains. J'avais l'impression d'être le seul à détenir cette connaissance. J'avais l'impression qu'à tout moment, des individus sévères pouvaient frapper à ma porte et m'emmener. Ou bien, je finirais par perdre la raison, car j'étais déchiré entre la peur et le besoin de révéler la vérité.
Plusieurs mois se sont écoulés ainsi. J'ai changé de motel et de ville, j'ai essayé de ne pas utiliser de carte de crédit et je ne me rendais que rarement dans un cybercafé pour consulter mes emails. Pendant ce temps, j'ai rédigé de nombreuses bonnes notes, essayant de systématiser ce que je savais. Des descriptions détaillées, des plans des locaux, même les noms de certains scientifiques dont je me souvenais. Cependant, chaque jour, je comprenais mieux à quel point il était dangereux d'avoir ces notes sur moi. J'avais l'impression de me noyer dans mon propre monde paranoïaque, où chaque inconnu semblait être un espion. J'aurais peut-être continué à vivre ainsi, indéfiniment si je n'avais pas décidé de prendre un dernier risque. Je devais transmettre au moins une partie de la vérité à des personnes capables de résister. J'ai contacté un groupe de hackers spécialisés dans la divulgation d'informations confidentielles. J'ai contacté leurs représentants via un canal crypté. Il m'a demandé si j'avais des preuves concrètes ou si j'étais simplement à la recherche de sensations fortes. Je lui ai transmis quelques extraits des rapports que j'avais photographiés en secret sur la base. Ces clichés prouvaient leur authenticité. Ils portaient le cachet du gouvernement et indiquaient là-haut le lieu. Zone 51. On pouvait voir une partie du texte sur les expériences menées. Le hacker m'a assuré que son groupe pouvait tout rendre public. Cependant, ils avaient besoin de plus d'informations, autant que possible, pour prouver que ce n'était pas un faux. Je savais que si je leur donnais tout, je signerais mon arrêt de mort. Mais je ne pouvais pas continuer à vivre avec ça sur la conscience. J'avais plusieurs clés USB contenant des photos supplémentaires. Lorsque je me suis installé dans mon nouveau refuge, j'ai ouvert mon sac à dos et j'ai commencé à vérifier les fichiers. Soudain, mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. L'une des clés USB était cassée, comme si elle avait été brisée en deux. J'ai trouvé la deuxième au fond, mais elle était également endommagée. La seule clé USB qui était intacte ne contenait que la petite partie que j'avais déjà envoyée aux pirates informatiques. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Quelqu'un avait fouillé dans mes affaires et endommagé les supports de données sans laisser la moindre trace. J'ai juré. Tous mes efforts étaient réduits à néant. En vérifiant les fichiers, j'ai découvert que quelque chose avait également été effacé sur cette clé USB. Il ne restait que quelques photos et un fragment de document texte. Cependant, ces preuves étaient plus que suffisantes pour compromettre tout le système. Du moins, c'est ce que j'espérais. Le lendemain, je me suis rendu dans un cybercafé pour contacter le pirate informatique. J'étais nerveux. Chaque fois que la porte grinçait, je jetais un coup d'œil, m'attendant à voir un homme en costume noir. Mais personne n'est venu. Le pirate informatique m'a informé qu'il avait déjà vérifié ma clé USB et que tout confirmait l'authenticité des documents. Dans quelques jours, les informations seraient publiées sur des sites étrangers, et aucun service ne pourrait alors tout effacer. Il m'a remercié pour mon courage. Cependant, je ne ressentais pas de fierté, mais plutôt de la peur mêlée à un sentiment de soulagement. Où pourrais-je fuir lorsque tout serait révélé? Je savais qu'on viendrait me chercher, mais je n'avais pas le choix. Les jours qui ont suivi ont été les plus angoissants de ma vie. J'évitais tout, les centres Soumville, les téléphones, toutes les caméras. Je ne dormais presque pas, attendant qu'on frappe à la porte. Et un jour, ce bruit s'est fait entendre au milieu de la nuit. Je me suis levé d'un bond, le cœur battant à tout rompre. Mais il n'y eut pas d'autre bruit. J'ai ouvert la porte avec précaution. Personne. Sans doute avais-je des hallucinations dues à la nervosité. Cependant, la peur ne me quittait pas. Au matin, j'ai décidé qu'on me trouverait de toute façon et qu'il valait tout le mieux partir loin, dans un endroit isolé, pour tenter de me fondre dans la masse. Mais en rangeant mes affaires, j'ai aperçu du coin de l'œil une silhouette à travers la fenêtre. Une voiture noire était garée de l'autre côté de la rue. Il y avait quelqu'un à l'intérieur qui regardait mon numéro. C'était évident. Je me suis préparé et, paniqué, je suis sorti de la chambre
en essayant de ne pas regarder dans leur direction. Cependant, la voiture n'a pas bougé jusqu'à ce que je monte dans un taxi et parte. Je me sentais comme un animal traqué. C'était leur tactique, me faire comprendre qu'ils étaient déjà près de moi, mais qu'ils ne bougeaient pas pour l'instant. Peut-être espéraient-ils que je laisserais d'autres indices ou que je révélerais avec qui j'étais en contact. Je suis arrivé dans un autre état où j'ai loué une chambre chez une femme âgée qui ne posait pas de questions. J'y suis resté enfermé pendant près d'une semaine, suivant l'actualité sur Internet. À un moment donné, j'ai vu qu'un certain anonyme avait publié des documents liés à la zone 51. Les pages ont été inondées de titres sensationnels tels que « Photos confirmées d'expériences horribles ». Les documents ont été rapidement supprimés, mais des copies ont déjà été diffusées. Des discussions animées ont éclaté sur les réseaux sociaux. La plupart des gens criaient « C'est un faux, c'est un montage ». Cependant, certains professionnels ont souligné des détails difficiles à falsifier. J'ai lu tout cela en ayant le sentiment que ma mission était accomplie, même si ce n'était qu'en partie. Il ne restait plus qu'à attendre une réponse, et elle ne s'est pas fait attendre. Le 5e jour, on a frappé à ma porte. La vieille dame qui tenait l'auberge m'a appelé et m'a dit que des connaissances me cherchaient. En jetant un coup d'œil par le Judas, j'ai vu 2 hommes en uniforme noir, sans un signe. J'ai été saisi d'une terreur glaciale. Ils étaient venus me chercher. Je n'avais nulle part où me cacher et je ne pouvais pas m'enfuir sans me trahir. Je suis donc sorti. L'un d'eux a dit doucement « Marc Cassidy ». J'ai acquiescé. « Venez ». Je n'ai pas résisté. On m'a emmené dans la cour et fait monter dans une voiture noire. À l'intérieur se trouvait déjà un homme en civil d'une 40aine d'années. Il m'a regardé fixement, puis, se penchant vers moi, il a dit « Je sais ce que vous avez fait. Vous avez divulgué des informations sur des expériences secrètes. Vous rendez-vous compte du préjudice que vous avez causé ?» Je n'ai rien répondu. Il a continué. « Cela a fait beaucoup de bruit, mais je suis sûr que tout va bientôt se calmer. La question était de savoir ce qu'on va faire de vous. » Je restais assis, la tête baissée. « Nous vous avons donné de l'argent pour que vous gardiez le silence, mais votre curiosité vous a joué un mauvais tour. » Il fit signe au chauffeur. La voiture démarra dans une direction inconnue. Je restais silencieux, sachant qu'il était inutile de résister. Peut-être me ramenaient-ils à la base ou voulaient-ils se débarrasser de moi, quelque part dans le désert. L'homme en civil dit « Nous vous proposons un marché. Nous vous aiderons à disparaître. Nous vous donnerons une nouvelle identité, un peu d'argent. Mais vous disparaîtrez pour toujours, sans possibilité de contact. Ou bien, vous comprenez la deuxième option. » Je fermai les yeux. Je compris que je n'avais pas beaucoup de choix. Accepter signifiait devenir un fantôme, vivre une vie en regardant constamment derrière moi. Refuser signifiait la mort. Je me contentais d'acquiescer. Finalement, on m'a déposé près d'un snack-bar désert au bord de la route. L'homme en civil m'a ordonné d'attendre un appel. Il m'a dit qu'on me ferait un nouveau passeport et qu'on me transférerait dans un autre pays. Mais d'ici là, je devais rester tranquille, ne pas approcher mes relations, ne pas chercher de nouveaux contacts. Il m'a prévenu. « Nous vous surveillerons. Au moindre soupçon, vous disparaîtrez. » Sur ces mots, ils sont partis, me laissant seul. Je suis resté là, à regarder le snack-bar où il n'y avait pas un seul client, et j'ai compris que ma vie était détruite. On m'avait sauvé, mais en même temps, on m'avait puni. Désormais, je faisais partie d'un mensonge encore plus sombre. Aujourd'hui, je suis assis dans un motel bon marché, sachant que dans quelques heures, on m'appellera pour me dire où aller. Je ne reverrai jamais ma vie d'avant. Je ne connaîtrai jamais la liberté dont j'ai rêvé. Les personnes qui ont lu ces informations sur Internet les ont peut-être déjà oubliées. Certains en rient, d'autres pensent que c'est une invention. Le gouvernement continuera ses expériences et, croyez-moi,
Elles sont bien plus effrayantes que toutes les histoires de soucoupes volantes. Je ne peux que vous dire une seule chose. On m'a effectivement payé pour me faire taire. Ces sommes sont sur mon compte depuis longtemps, mais Eldoil ne me procure aucune joie, car j'ai travaillé dans une base secrète du Nevada où j'ai vu de mes propres yeux des personnes transformées en cobayes, où sont gardées des créatures qui ne devraient pas exister dans notre monde, et où sont menées des expériences susceptibles de bouleverser les fondements mêmes de notre compréhension de la vie. Je n'ai aucun espoir d'une fin heureuse. J'ai payé pour que le monde apprenne au moins une partie de la vérité, mais au final, cette vérité sera noyée dans un flot de désinformation. Certains crieront « c'est de la folie » et le gouvernement s'efforcera d'effacer toutes les traces. Peut-être se prépare-t-il déjà à de nouvelles expériences, tirant les leçons de leurs échecs passés. Cela ne s'arrêtera jamais. Peu importe nos efforts, nous trouverons toujours le moyen d'aller là où nous ne devrions pas. La peur était la meilleure motivation pour se taire, et je sais mieux que quiconque à quel point ils savent entretenir cette peur. Si vous lisez ces mots, n'oubliez pas que tout dans cette histoire pourrait être vrai. Ou peut-être pas, diront ceux qui ont l'habitude de dévaloriser tout ce qui est effrayant et incompréhensible. Cependant, j'ai vu de mes propres yeux des salles remplies d'objets anormaux. J'ai vu des cauchemars vivants qui me regardaient à travers une vitre froide. Et j'entends encore ces cris la nuit, dans mes propres rêves.